Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Ce matin, je reçois Nicolas Mirkovic à l'occasion de la sortie de son nouveau livre afin de discuter ensemble des motivations qui l'ont poussé à écrire, mais également des enjeux et thématiques qu'il présente dans ce livre et des messages qu'il souhaite faire passer. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Monsieur Mirkovic, bonjour, merci d'être avec nous une nouvelle fois aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation, bonjour. Alors justement, on se retrouve en ce début d'année 2026 car vous sortez un nouveau livre. Donc après avoir traité les thématiques du Kosovo, de l'Empire américain et de la guerre en Ukraine, vous sortez aujourd'hui un livre sur la France intitulé Déclin et renouveau, comment les Français se relèveront. Vous abordez les grandes thématiques qui chamboulent la France aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter dans les grandes lignes ce nouveau livre, mais aussi les motivations qui vous ont poussé à l'écrire ? Alors, je vais commencer par les motivations. Moi, j'ai vécu dans pas mal de pays quand j'étais jeune, j'ai beaucoup voyagé, et j'ai quand même décidé au bout d'un moment de faire ma vie quelque part, et cette vie, elle se fait en France. Et j'analyse beaucoup la politique, la géopolitique étrangère, et je vois des dynamiques qui existent dans certaines parties du monde, je vois des recettes politiques, économiques qui marchent, et ça me navre de voir qu'il y a des pays, des peuples qui prennent des initiatives, qui s'adaptent à ce 21e siècle qui est compliqué, et de le voir que la France est à la traîne. La France qui est une grande puissance, un pays que personnellement j'aime beaucoup, et à partir du moment où j'ai décidé de faire ma vie ici, je veux m'impliquer dans la vie de mon pays, et j'essaye de partager certaines de ces recettes vues à l'étranger ou qui existent aussi dans l'histoire de France. On n'est pas obligé de chercher à l'étranger, il y a des ressources inépuisables dans l'histoire de France qui nous permettent d'affronter et d'attaquer ce monde nouveau. Et donc j'ai voulu écrire là-dessus pour deux raisons. D'abord, montrer que la France a déjà connu des histoires très compliquées dans son passé. Donc j'ai une partie où j'explique ça, que c'est pas la première fois qu'on traverse une crise. Il y a des moments où la France aurait dû être effacée de la carte, elle s'en est sortie. Donc j'explique aussi pourquoi est-ce qu'on est arrivé là, parce qu'il y a quand même des responsables de cette situation. Il faut les épingler et je ne leur fais pas de cadeaux. J'explique ça, mais je montre aussi qu'il y a des pays qui s'en sortent et qu'on peut s'en sortir en s'inspirant de ce qui se fait à l'étranger, mais aussi en regardant dans cette histoire extrêmement riche. Et comment est-ce on peut faire? Qu'est-ce que les Français concrètement, à la fin du livre, qu'est-ce que ces Français-là peuvent faire pour aider à ce que les Français redeviennent un peuple, c'est un élément important de mon livre, et qu'on s'en sorte. Alors, ce ne sera pas une solution presse-bouton, je fais un spoiler tout de suite, mais on peut y arriver si on renoue un petit peu avec les forces qui ont permis à la nation française de se hisser parmi les premières nations du monde dans le passé. Alors on reviendra au point historique qui est effectivement très important pour comprendre la situation mais aussi résoudre certaines problématiques. Mais vous abordez plusieurs grandes thématiques justement, la foi, la culture, la jeunesse, l'économie, la justice, plein de thématiques. Que cherchez-vous à démontrer avec ce livre justement et visez-vous un public en particulier, français ou non, jeune ou âgé, homme ou femme? Le message que vous voulez faire passer, est-ce qu'il s'adresse à tout le monde ? Le message qui s'adresse à tout le monde, c'est d'abord un message d'espoir. Donc ça, c'est la partie historique, on y reviendra. On a déjà traversé des périodes très, très difficiles et on s'en est sorti. Le deuxième message, c'est il faut, pour que la France renaisse, une implication de tous les Français. Et ça veut dire d'abord que les Français redeviennent un peuple. On ne peut pas sauver la France si les Français ne se sauvent pas eux-mêmes. Et par rapport à certains programmes politiques, et je le dis tout de suite, mon livre n'est pas un programme politique. Je ne dis pas ce qu'il faut qu'on fasse en l'état actuel des choses au niveau du gouvernement pour que la France en sorte. Parce que je pense que le système aujourd'hui dans lequel on est déjà biaisé. On a construit sur du sable, il faut se remettre à bâtir sur du roc. Et aujourd'hui, je passe en revue plusieurs éléments qui me paraissent fondamentaux dans la construction d'un peuple. C'est pour ça que je pars de la famille, je part de nos ancêtres, de notre histoire antique, pionçons dans Aristote, la famille est un des piliers, le pilier de la société. Notre société se repose sur la famille. Or, la famille est aujourd'hui complètement explosée, délitée.
Je pars de la justice, pareil, si on peut remonter à l'Antiquité, l'importance de la justice dans une société. Quand on a une justice à plusieurs niveaux aujourd'hui, à plusieurs vitesses, nous ne sommes pas dans une société juste. Donc je rappelle quelques thématiques majeures, la vérité. Aussi, on est dans une société qui se fiche complètement de la vérité, quelle que soit la strate de la population, que ce soit les tout-puissants ou même tout en bas, eh bien, on pense que la vérité était comment dire, on peut l'ajuster selon ses propres intérêts. Ce sont les travers de la société individualiste. Et donc, du coup, on doit se focaliser sur certains de ces piliers. Il nous faut une société fondée sur des familles, il faut une société juste, il faut la vérité, d'autres thématiques que j'aborde, mais tout cela commence par l'individu, par soi-même. Vouloir gérer les problèmes des autres et vouloir une nation brillante, un peuple épanoui, si on ne cherche pas à appliquer à soi-même ce qu'on veut pour notre nation, on ne peut pas s'en sortir. Donc la vérité, par exemple, est quelque chose que nous devons tous individuellement cultiver, rechercher. Dans la société du mensonge, le meilleur rempart, la meilleure attaque contre le mensonge qui irrigue toute la société aujourd'hui, c'est la défense, c'est la recherche d'abord et la défense de la vérité. C'est un élément qui est extrêmement important. Ça, c'est Simone Veil, il dit à tel point, explique à quel point la vérité est importante. Elle vilipende les journalistes qui distribuent ou qui défendent des histoires fausses. Elle dit même qu'il faut les envoyer à Cayenne. Vous voyez, enfin, elle va quand même assez loin. Je dis juste, on peut réfléchir aux solutions à apporter. Mais je pars du journalisme et dans la vie de tous les jours. On doit bannir le mensonge. Ça, un peuple qui a des vertus est un peuple qui est fort. Un peuple qui n'est pas vertueux, évidemment, s'affaiblit et peut disparaître. La justice, c'est pareil. Je parle de l'éducation. L'éducation, on peut critiquer l'éducation nationale, même s'il y a beaucoup de professeurs aujourd'hui qui s'y battent. Mais tant qu'on n'a pas le pouvoir, eh bien, il faut être des relais d'éducation dans nos propres familles. Est-ce que les parents s'occupent bien de l'éducation de leurs enfants? Hannah Arendt rappelle ce rapport qui est extrêmement important. Si les parents ne s'occupent plus de leurs enfants, eh bien, qu'il n'y a plus cette notion de respect du parent et d'enseignement à la maison, mais il ne faut pas se lamenter après, par la suite, que les enfants ne suivent pas à l'école, ne suivent pas plus tard dans la société. Donc, il faut se reprendre en main soi-même et s'associer aux personnes qui veulent, elles aussi, un renouveau de la France et qui prennent ce chemin qui est compliqué, qui sera difficile. C'est pas une sinécure. Ça sera un chemin qui est compliqué, mais c'est le chemin qu'il faut qu'on prenne. C'est un chemin vertueux. Je reprends les thèmes aristotéliciens pour rappeler qu'il y a des permanents dans l'histoire d'un peuple et que si nous-mêmes, nous ne cherchons pas à hausser notre niveau, eh bien, on ne pourra pas hisser le niveau de la société dans son ensemble. Alors les grandes questions politiques et internationales sont aussi bien évidemment traitées. Vous parlez de l'américanisation de la France, du wokisme, du soft power et de la domination militaire. J'aimerais qu'on approfondisse un petit peu plus cette thématique parce qu'elle rejoint votre livre L'Empire américain, mais surtout elle est totalement d'actualité avec le rôle que joue Donald Trump à l'international. Que dénoncez-vous dans ce chapitre et quel message, différent ou non de celui que vous avez voulu faire passer dans l'Empire américain, souhaitez-vous cette fois faire passer ? L'analyse, c'est la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. On a délégué la souveraineté de la France à des puissances étrangères. D'abord, on s'est américanisé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, malgré les messages, les avertissements de De Gaulle, malgré tout le travail qu'il a fait après, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour protéger la souveraineté de la France. Les élites qui ont suivi se sont enfuis, se sont cachés derrière la protection des États-Unis et la soumission aux États-Unis. Et pourtant, dès 1962, Charles de Gaulle nous avait dit que le plus grand danger pour nous, c'était l'impérialisme américain. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'on a commencé à abandonner notre culture française. On n'apprend plus les contes de Grimm, de Perrault, enfin la culture française ou européenne. On a commencé à être de plus en plus américanisé, à suivre la mode américaine, à écouter la musique américaine, à regarder les films américains, à se faire influencer par ce soft power américain. Je ne dis pas que tout est mauvais, mais je dis que pendant qu'on faisait ça, on était en train d'abandonner nos propres traditions, notre propre culture. En même temps, on déléguait des pans entiers de notre économie, de notre politique à des instances internationales. On dépend de l'OTAN, on s'est soumis à l'OTAN, on s'est précipité sur la construction européenne où les lois maintenant sont plus importantes à Bruxelles qu'à Paris, et donc le peuple n'est plus souverain. Et on se retrouve dans une situation aujourd'hui où nous avons suivi aveuglément les Américains dans une guerre en Ukraine qui est contre-productive
pour les Européens. Les Européens n'ont aucun intérêt à se faire un ennemi de la Russie, qui est au contraire le plus grand pays européen, qui est un des pays les plus riches avec lesquels on a tout intérêt à travailler et qu'on connaît très bien de par un passé qui est parfois tumultueux, mais globalement, notamment pour les Français, un passé qui est extrêmement riche. On a fait tout ce travail-là pour les Américains qui voulaient cette guerre pour affaiblir le rival russe. Et maintenant, on se rend compte que les Américains veulent confisquer, annexer un territoire qui appartient à une nation européenne et qu'on est littéralement démunis. On peut plus se battre, on n'a plus d'armement, on n'a plus de moyens parce qu'on a tout mis dans la guerre américaine. Et aujourd'hui, on est dans l'OTAN et on dit que l'OTAN va peut-être résister, sauf que dans l'OTAN, le principal acteur, ce sont les États-Unis. Donc, du fait d'avoir fait cette fameuse cigale qui s'amusait, qui profitait des Trente Glorieuses, qui s'est reposée sur les lauriers de son passé, à force de faire ça, eh bien, on se rend compte que l'Amérique de Trump aujourd'hui est impériale, elle n'a jamais cessé, mais elle défend ses propres intérêts, pas les nôtres. Et sur la scène mondiale, on se rend compte, est-ce que vous vous rendez compte que Emmanuel Macron a demandé à la Chine de venir nous aider? On se rappelle que pendant la période du Covid, c'est le Vietnam et le Cuba, des nations qu'on estimait être des nations du tiers-monde, qui sont venus nous aider. Et là, le président français demande à une nation étrangère de venir nous aider, alors que la France était plutôt la nation qui aidait les autres dans son histoire. Cela est lié au fait que nous nous soyons américanisés, que nous avons cru que des organisations internationales ou que des pays étrangers allaient nous protéger. Non, il faut y mettre un terme. Le salut de la France passe par les Français et les Français ne pourront être forts en France que quand ils auront regagné leur souveraineté. C'est aussi simple que ça. Ce 21e siècle qui se dessine devant nous, en ce moment même, on est à un tournant historique et sera une période de nation, voire même d'empire. Alors, je ne parle même pas de reconstruire un empire français, mais si la France veut s'en sortir, elle doit redevenir souveraine et défendre, pour que les Français puissent défendre leurs intérêts et ne dépendent de personne d'autre. Et passer de la cigale à la fourmi. Justement, revenons à ce point historique. Pour aborder toutes ces thématiques, vous passez donc par le point histoire, indispensable, que vous avez intitulé « De Cime en abîme, l'histoire mouvementée de la France ». Alors pourquoi avoir choisi ce titre et quelle importance doit avoir ce point histoire pour les lecteurs ? L'histoire de la France n'est pas une histoire linéaire, c'est une histoire qui est passionnante et que je raconte un petit peu, pas trop dans le détail, mais dont je veux montrer qu'à différents moments, la France a été vraiment au sommet de l'Europe, quasiment si on remonte au Moyen-Âge, au sommet du monde, connu à ce moment-là, en Europe en tout cas, et qu'il y a des moments où il y a eu des chutes. Si on reprend la période 14e, 15e siècle, vous avez la peste qui a décimé un tiers de l'Europe, mais aussi un tiers de la France. La guerre de 100 ans a vu la France complètement occupée par les Anglais. On a eu en même temps les batailles entre Français, entre Armagnac et Bourguignon. On avait deux papes. La situation était extrêmement compliquée. La France aurait pu disparaître. Et là, on a une bergère de Lorraine qui a un appel divin, qui devient chef de l'armée. Je ne sais pas si on se rend compte c'est pas quelqu'un qui était dans l'armée, non, c'est une bergère qui arrive chef de l'armée, qui galvanise les troupes françaises et qui réussit à, l'expression, bouter les Anglais dehors. Mais on a eu ce moment phare. Mais on a rechuté par la suite. On a eu des guerres de religion. On s'est entre-déchirés. On a eu un roi qui a été, Henri III, qui a été assassiné. On a eu une révolution. Si on prend la période entre la fin du 18e et la fin du 19e, on a une révolution avec une guerre civile, on a eu 2 coups d'État, on a eu 3 monarchies constitutionnelles, on a eu 2 républiques. À la fin, on s'est fait envahir par les Allemands. Donc, si on regarde juste cette période-là, elle est catastrophique. Et on peut imaginer, mais à quoi pensaient les Français de cette époque-là? Il y avait tout pour désespérer de la France. Et malgré ça, eh bien, en 14-18, la France renaît, elle se ressoude, il y a même une union sacrée, parce que la France est extrêmement divisée entre les anticléricaux, les cléricaux. Les Français ont retrouvé derrière le drapeau tricolore les ressources nécessaires pour se battre, pour aller récupérer l'Alsace et la Lorraine et se ressouder. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est pareil. En très peu de temps, la France se soumet à l'Allemagne, alors que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la France avait une armée forte, mais elle avait des chefs qui n'étaient pas à la hauteur de la situation. On a abdiqué honteusement, mais vous avez trouvé dans la société française tout au long du début des années 40, des personnes de gauche comme de droite, des athées, des croyants, des personnes qui venaient de milieux différents, mais qui croyaient en la France et qui se sont battus. Et vous avez un général, le général de Gaulle, qui a réussi à maintenir vive la flamme de la résistance et de la France. N'oublions pas qu'il était condamné à mort et il était banni par les autorités officielles, par le gouvernement officiel français. Donc, il ne faut pas avoir peur des bannissements du gouvernement officiel, mais il a trouvé les ressources, les Français ont trouvé les ressources alors qu'ils étaient peu nombreux.
C'était beaucoup plus facile de baisser les yeux, de commencer à apprendre l'allemand à cette époque-là. Donc, ça, ce sont quelques éléments de cette histoire de France qui est extrêmement riche et passionnante. Mais j'ai parlé d'Abîme et de Sim parce que vraiment, on a été tout en haut et on est tombé très bas. Pas juste un tout petit peu, on est tombé très bas. Et c'est l'histoire des grandes nations, des vieilles nations. Si vous regardez l'histoire de la Chine qui est en train de remonter la pente, il y a 200 ans, la Chine était quasiment le pays le plus puissant du monde. Elle a chuté, elle est tombée très très bas, elle se réhisse. Donc les vieilles nations qui ont des racines profondes peuvent se réhisser, quels que soient les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, même si on peut avoir très très peur parce qu'on est tombé particulièrement bas, il faut maintenir l'espoir. Et je rappelle que cet espoir naît d'abord, est maintenu vivace par des sentinelles qui n'abandonnent pas, comme les De Gaulle, comme les Manoukian, comme les Tom Morel pendant la Deuxième Guerre mondiale. Justement, dans votre livre, vous ne soulevez pas seulement des problèmes, vous proposez des solutions. D'abord en faisant des comparaisons avec justement d'autres pays qui ont su se relever, en confrontant les Français aux problématiques auxquelles ils font face et en proposant un programme de 12 chantiers, comme vous les appelez, pour résoudre ces problématiques et cette situation. D'où vous est venue en fait toute cette inspiration et justement ce programme de 12 chantiers? Pareil, c'est à la fois, j'aime beaucoup lire, c'est la lecture sur l'histoire de France, c'est l'analyse géopolitique que j'ai menée sur des zones de tension en Europe, sur l'analyse aussi de ce qui se passait dans le monde multipolaire, des États-Unis aussi, l'histoire des États-Unis est assez chaotique aussi, même si c'est une nation beaucoup plus jeune que la nôtre. Et j'ai essayé d'extraire quelques éléments fondamentaux. Il y a certainement plus que 12 chantiers, mais j'ai voulu identifier 12 chantiers où je me suis dit, chaque Français peut individuellement et collectivement travailler sur ces chantiers. Mais si on ne réapproprie pas ces chantiers, si on ne travaille pas, si on ne se met pas au travail, eh bien, on ne va pas pouvoir redevenir un peuple. Parce que un des problèmes fondamentaux aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons est que nous sommes dans une situation d'anomie. Il n'y a quasiment plus de peuple, il n'y a plus de lien social, en tout cas de moins en moins de lien social. Et donc, il est très facile pour une partie, on va dire, on va appeler ça la classe dominante ou l'élite, comme vous voulez, qui a été décriée aux États-Unis par des auteurs comme Lasch, par Lint, par Peter Turchin. En France, Christophe Guilly, Michéa, on parlait aussi de cette élite qui a fait sécession du reste de la société, qui cherche à défendre ses propres intérêts. Et c'est facile pour ces personnes qui se sont détachées du reste de la population de ne pas poursuivre le bien commun. C'est facile pour eux de profiter de leur situation et de s'enrichir parce que nous sommes divisés. Ils cherchent à diviser. Divide et impera. Vous savez, c'est le slogan des empires. Tandis qu'on est divisé et qu'on se bat entre nous, ou qu'il n'y a pas de lien social, parce qu'il n'y a pas que la politique. Le lien social, c'est le lien entre les familles, le lien de voisinage, le lien dans un village, une ville, une région. Eh bien, on est individualisé. Et donc, on ne peut pas se regrouper. Donc, ce que je dis, c'est que individuellement, si on prend le sujet de la vérité, c'est quelque chose qui est important. Chacun doit travailler à chercher la vérité mais aussi à la diffuser. On ne peut plus continuer à entendre les mensonges autour de nous, d'avoir peur. Je parle, il y a un chapitre qui est dédié au courage. On doit avoir le courage de défendre ses idées intelligemment. Parce que parfois, on parle à des personnes, on a l'impression qu'on est en train de leur expliquer que le monde est un cube. Ils peuvent nous prendre pour des extraterrestres. C'est pas le cas, c'est pas ça ce qu'il faut chercher. Mais il faut avoir le courage de défendre ses vertus ailleurs. Le bien commun, c'est quelque chose qui, évidemment, fonctionne mieux quand l'État en est imprégné, mais on peut aussi, à son niveau individuel, chercher le bien commun. Comment est-ce que je peux poursuivre mon propre bonheur et en même temps hisser les autres ou permettre aux autres de rechercher ce bonheur? Comment est-ce que je peux être plus solidaire? Comment est-ce que je peux aider les autres, pas seulement en faisant des chèques, mais en m'impliquant dans la société? Vous savez, Simone Veil dit, et il y a un élément important d'enracinement. En gros, les Français doivent se réenraciner, reprendre la possession de leurs racines culturelles, politiques, religieuses. J'en parle aussi, en effet, c'est une des thématiques. Et comment est-ce qu'on cultive cet enracinement? Eh bien, Simone Veil dit que les racines se cultivent en participant collectivement à des activités qui entretiennent la mémoire et qui ont des perspectives d'avenir. C'est vraiment ce qui est important. Et d'ailleurs, c'est la définition d'une nation d'Ernest Renan. Il dit, qu'est-ce que c'est qu'une nation? C'est un ensemble de personnes qui ont un passé en commun. Il dit même parfois il y a des choses qu'il faut oublier et qui ont envie de se projeter ensemble, qui ont envie de vivre ensemble. Donc, on peut faire ça sans l'État. C'est mieux avec l'État, mais on peut le faire. Et donc, il faut s'impliquer dans la société, dans des associations, dans des organisations où on cultive
cette mémoire où on plonge nos racines aussi profondément que possible, parce que ça nous permet d'être stable face aux vents qui nous attaquent, face aux tempêtes. Plus on va avoir les racines profondément ancrées, plus il faut être souple, mais il faut pouvoir avoir ces racines profondes. Donc, il faut renouer avec nos racines et travailler collectivement, pas seul dans son coin. Il faut s'impliquer dans la vie de la société, dans les corps intermédiaires, pour justement créer des réseaux dans le but de, évidemment, changer de caste dominante. Enfin, c'est pas remplacer une mauvaise caste par une mauvaise caste, mais remettre à la place de la France une élite digne de ce nom, pas une élite qui sert ses intérêts, mais une élite de personnes qui sont vraiment spécialisées et dans l'objectif, spécialisées dans leur domaine de compétences, dont l'intérêt est le bien commun et la défense des intérêts de tous les Français. Vous avez très justement évoqué le fait d'avoir aussi le courage de partager ses idées. Une fois de plus, dans votre livre, vous soulevez des thématiques et surtout des problématiques qui peuvent déranger. Est-ce que vous ne craignez pas que votre message soit étouffé ou que votre livre soit censuré, par exemple? C'est possible. C'est possible. On verra ce qui se passe et ce serait malheureusement plutôt bon signe. Ça voudrait dire qu'on a raison de dire qu'on est dans un système qui est de plus en plus totalitaire. Mais j'espère que non. Mais vous savez, dans les moments difficiles, la résistance, je reprends ça parce que je pense que c'est quand même une période de l'histoire que la plupart des personnes connaissent ou beaucoup de personnes connaissent. C'était extrêmement difficile. Un Jean Moulin a été particulièrement courageux. Il a été torturé à mort. Et c'est quand même quelque chose que, alors je ne dis pas que je veux ça, hein, loin de là, je ne suis pas masochiste, mais ce que je veux dire, il faut s'attendre dans des périodes difficiles à essayer à être le plus courageux possible. Je ne sais pas du tout quelle aurait été ma réaction si j'avais été torturé comme Jean Moulin. J'espère que j'aurais pu résister comme lui, mais il faut se préparer mentalement à ce type de situation, parce que vous savez, la France a connu ça pendant la Révolution française. Des centaines des milliers de personnes ont été guillotinées. On a une guerre civile qui a été terrible entre Français pendant les guerres de religion aussi. Je ne parle même pas de la guerre. Pendant les guerres avec les autres pays, n'oublions pas que la France a été convoitée par les Allemands, les Maures, les Anglais, les Huns, beaucoup de nations. On a eu des situations extrêmement difficiles, mais il faut cultiver le courage, il faut cultiver l'héroïsme. Alors, je ne dis pas du tout que je suis un héros. Je dis juste qu'il faut cultiver l'héroïsme et essayer, en cultivant un terreau qui est favorable au courage, eh bien, c'est dans ce terreau-là que des héros vont sortir. C'est parce que dans les années 40, il y avait des personnes de la trempe d'un Tom Morel, d'un Étienne Dorve, des personnes qui avaient été grandies dans des familles où on cultivait le courage, qui étaient dans une société où on cultivait le courage, eh bien, on a des éléments qui sont sortis du lot, comme une Bertolt Albrecht aussi, qui ont été capables de montrer qu'ils avaient l'ossature suffisamment rigide et droite pour affronter ces tempêtes de face. Et ils sont tous, ces trois derniers sont morts martyrs. Donc, on va essayer d'éviter cette période de martyr, mais on doit y être prêt mentalement. Pour terminer cet entretien, est-ce que vous pouvez nous dire en toute humilité, comme vous le faites toujours, en quoi ce livre est primordial pour la mémoire collective française et pour ses futurs lecteurs? Pourquoi faut-il lire le livre? Alors bon, ça c'est difficile pour moi parce que je déteste vendre mes propres produits, mais je suis obligé de le faire parce que si j'ai pris le temps de l'écrire, c'est que j'ai un message à partager et que je pense qu'il est important. Les Français ne doivent pas désespérer. J'essaie de montrer dans ce livre qu'il y a plein de raisons de ne pas désespérer. Il y a des bonnes choses en France. On a un milieu associatif qui est assez riche. On a une culture qui fait rêver le monde entier. Mais cette culture va nous disparaître si nous-mêmes, nous ne l'approprions pas. Donc, je veux dire au lecteur, je veux que le lecteur termine le livre en se disant « Oui, j'y crois encore. Oui, ça va être difficile. Je vais travailler sur le temps long, mais moi-même, je vais décider ce que je peux faire pour déjà m'en sortir dans cette société, être à la hauteur des enjeux et aussi m'impliquer dans la société. Ça, c'est fondamental. C'est vraiment, chacun doit hausser son niveau, connaître sa culture, pratiquer les vertus, les rechercher, faire de son mieux. Voilà, c'est ça le but. C'est faire, qu'est-ce que je peux faire pour faire mieux que ce que je fais aujourd'hui et comment est-ce que je fais pour rayonner collectivement. Je dis pas chacun va être un héros. Je dis tous, on est dans une ligne de rugby. C'est la même ligne, la ligne des Français. On pousse pour rétablir la vérité, pour rétablir un régime juste aujourd'hui, un pouvoir juste. Et à un moment, vous verrez que si on pratique la vertu et que on est engagé dans la société, quelqu'un va se baisser, va prendre la balle et va avancer. Et la ligne va suivre jusqu'à ce que la balle retourne, que quelqu'un d'autre la récupère.
voyez, c'est naturel. C'est ça l'histoire de France. C'est ce qui a fait c'est ce qui a fait les Jeanne d'Arc, c'est ce qui a fait les Charles de Gaulle, c'est ce qui a fait les Saint-Louis, Louis IX. Toutes ces personnalités étaient ont traversé des périodes difficiles et compliquées, mais avaient le courage, avaient la colonne vertébrale assez haute, avaient cette verticalité aussi, cette transcendance indispensable, je pense, pour la victoire, qui leur ont permis d'avancer. Et donc, on doit tous avancer et aucun de nous ne peut se reposer ni sur l'aide de l'étranger, ni sur l'aide de l'homme providentiel. On doit pousser tous ensemble et c'est en poussant que vont venir les hommes et les femmes qui vont nous aider à guider le pays de nouveau. Déclin et renouveau, comment les Français se relèveront, est donc disponible à partir d'aujourd'hui dans toutes les librairies partout en France, mais aussi sur les grandes plateformes numériques. Nicolas Mirkovic, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir présenté votre livre qu'on va lire de ce pas. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à lundi pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end. À lundi!